Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne, voilà, dans la métropole de Lyon, et dans l'émission Human consacrée à l'écologie et à l'humanitaire, avec aujourd'hui le thème de la formation des travailleurs de l'humanitaire. Et pour assurer un discours, un échange autour de cette formation, eh bien nous avons deux invités. Nous avons Simon Brabant, qui dirige l'école 3A. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, c'est un plaisir et un honneur que vous nous faites tous les deux d'être avec nous. Et puis Gilles Collard, qui lui dirige l'organisation Bioforce. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Voilà, d'ailleurs avec Gilles Collard, on avait fait l'une des premières émissions, peut-être la première, il y a maintenant déjà 2 ans. Et oui, le temps passe vite. Quand nous avions créé cette émission autour des humanitaires, et puis on a élargi la thématique aux questions de l'écologie, tant les problématiques humanitaires et écologiques nous ont paru se relier les unes aux autres, et l'avenir nous a évidemment donné raison. Alors, Simon Brabant et Gilles Collard, peut-être qu'on va démarrer de ce que vous faites. Que font les écoles qui, aujourd'hui, préparent aux actions humanitaires? On commence par qui? Simon? Merci. J'ai envie de dire... Honneur aux plus jeunes. Voilà. Enfin, je crois. Je n'avancerai pas, du coup. Non, mais j'ai envie de dire, ça dépend des écoles. Alors nous, on a la particularité de former à l'humanitaire, mais on y reviendra, j'imagine, sans doute après, moins à l'urgence qu'au développement, en fait. C'est-à-dire que l'idée de 3A, c'est de venir former des coordinateurs, des techniciens, des coordinateurs et des managers dans le champ du tiers secteur économique et du champ de la solidarité. Alors, le tiers secteur économique, quand on le définit de manière un peu académique, c'est un secteur économique entre l'économie publique et l'économie à but lucratif. On ne forme pas des opérateurs du monde lucratif. Parce que vous êtes au départ une sorte d'école de commerce, disons-le. On est une école de commerce. Ce n'est pas un gros mot. Ah non, c'est pas un gros mot. Oui. Et on ne fait plus du commerce comme on faisait du commerce il y a 30 ans. On ne charge pas des navires qu'on envoie de port à port, etc. Non, c'est pas l'idée. Quand on parle d'école de commerce, on parle en fait d'école de management. C'est véritablement ça l'idée, quoi. Donc vous êtes moins sur l'urgence que sur le développement. On est plus sur le développement, et on étend en fait la question de l'humain, de l'aide, de l'accompagnement à l'économie sociale et solidaire, au développement alternatif des organisations à l'international, à la finance responsable, à la coopération à l'international. Qu'est-ce que c'est que le développement alternatif des organisations à l'international? Forcément, ça interpelle un peu. En fait, l'idée qu'on porte, c'est que il faut arrêter tout de suite de faire les mêmes erreurs que les sociétés riches et capitalistes, européennes ou occidentales. Et il faut arrêter tout de suite de faire les mêmes erreurs quand on développe de l'activité dans les pays à l'international, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple. Exemple d'erreurs que nous avons commises dans le passé? Il y en a des, des dizaines de milliers. Mais pour moi, l'exemple le plus criant aujourd'hui de vérité, c'est celui de l'Asie, quoi. C'est-à-dire qu'on a laissé glisser des savoir-faire en Asie sans aucun contrôle de marché, sans aucun contrôle du travail. Et aujourd'hui, on a tout un pays, quasiment un continent qui en fait ne vit plus d'activité vivrière ou d'activité économique territoriale, vit d'une activité économique extrêmement mondialisée, et j'ai envie de dire, on a un peu jeté les poubelles de l'Occident en Orient, quoi. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement dramatique qu'on souhaite, nous,
avec toute l'humilité que doit avoir un opérateur dans le champ de l'humanitaire ou de la solidarité, hein, mais on essaye de faire notre petite part dans cette œuvre-là. Voilà, alors on va revenir sur ces formations, et peut-être avant de donner la parole à Gilles Collard et de voir quelles sont les différentes formations qu'organise l'organisation Bioforce, eh bien, on va demander à Alain Pierre, qui improvise pour nous au piano, de nous faire une petite entrée en matière musicale, celle-là. Et voilà, une simple mise en bouche voilà, qui va rythmer ce piano, qui va rythmer notre déroulement. Alors ce déroulement autour de la formation des humanitaires avec Simon Brabant et avec Gilles Collard. Donc Gilles, votre organisation Bioforce, que fait-elle? Depuis combien de temps? Elle enseigne à qui? Et elle enseigne pourquoi? Oui, alors c'est une bonne question, effectivement. C'est le mandat de notre organisation, c'est d'assurer une aide humanitaire de qualité et à la hauteur des besoins. Et pour ça, on met effectivement les acteurs humanitaires au centre de nos préoccupations. Une aide humanitaire de qualité, ça repose avant tout par des personnes formées, compétentes et présentes au bon moment pour répondre à une crise humanitaire. Et donc, ça a été au début une grande aventure qui a démarré avec la vision de M. Mérieux en 1983, qui, pour lui, et il avait raison, assurer le succès d'une action humanitaire reposait par la création de métiers de support associés à l'action humanitaire. Et il a créé une école qui au départ était l'école Bioforce, plutôt tournée vers les métiers de la logistique et qui pouvait du coup assurer le support et le succès aux opérations humanitaires dans les années 80 et les années 90. Depuis l'offre de formation Bioforce a évolué. Depuis, les dispositifs de formation de Bioforce ont évolué. Donc à partir d'une école qui a été créée à Lyon en 1983, aujourd'hui Bioforce, c'est une organisation qui intervient dans le monde entier et qui forme aujourd'hui plus de 2500 personnes sous différentes formes, de la formation qualifiante, de la formation continue, des programmes de formation sur mesure qui permet de répondre à des besoins spécifiques dans des contextes spécifiques, donc toujours avec l'objectif de préparer les personnes qui font l'action humanitaire au mieux pour avoir une action de qualité. Alors, ces formations dans le domaine de l'humanitaire, est-ce qu'elles ont toujours existé? Ou bien est-ce que ceux qui ont démarré en quelque sorte les actions humanitaires, alors je ne parle pas des très anciens, par exemple de la Croix-Rouge internationale, etc., mais je parle par exemple de l'époque des années 65-70 avec les French Doctors. À l'époque, quand les Kouchner et autres partent comme jeunes médecins à l'étranger, est-ce qu'ils ont reçu une formation spécifique ou pas? Ou est-ce qu'ils s'adaptent? Non, je crois qu'il y a, sur les 20 dernières années... Simon Brabant. Sur les 20 dernières années, il y a eu une accélération forte, en fait, de la formation dans ce champ-là, et de la solidarité internationale, hein, en réalité. Mais il y a eu une accélération forte aussi, en tout cas dans le domaine du management, on voit qu'aujourd'hui, on évite de transposer les outils des sciences de gestion. On évite de transposer, en fait, des outils classiques de l'entreprise, de les plaquer ou de les calquer sur la question de la solidarité, de l'humanitaire et de la coopération internationale. Aujourd'hui,
le secteur s'empare et crée ses propres outils en fait, techniques. Et pourtant, souvent, ils sont calqués. L'esprit, enfin l'idée, l'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est la publicité. Les ONG fonctionnent avec des dons. Pour qu'elles aient des dons, il faut qu'elles fassent de la publicité. Et on utilise, j'allais dire, peut-être plus que de raison, les outils je ne sais pas comment il faut dire, du merchandising. Mercantile, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est vrai ou pas, ça? Ah oui, non, mais évidemment, il y a des outils qui sont les mêmes. La comptabilité reste... le fonctionnement reste le même, bien que... Il n'y a pas une comptabilité humanitaire. Ah, mais il y a un contrôle de gestion humanitaire, il y a des particularités dans l'humanitaire. La communication fait partie de ces métiers de support qui ont entouré l'action, et ce tout est le processus de professionnalisation de l'action. Au départ, l'action humanitaire repose sur un acte médical. Ce sont des médecins aux pieds nus qui partaient dans les montagnes de l'Afghanistan. Et rapidement, ces médecins se sont aperçus qu'ils ne pouvaient soigner de manière efficace que si quelqu'un avait chargé les médicaments dans un avion, si quelqu'un avait recruté suffisamment d'infirmiers pour l'aider dans son acte médical. Donc ça a fait apparaître le besoin de toute une série de métiers qui sont venus entourer cet acte médical, et c'est le début de la professionnalisation. Donc je parlais de la logistique, mais il y a aujourd'hui, on considère qu'il y a plus d'une vingtaine de métiers humanitaires qui font un tout et qui créent l'action humanitaire professionnelle et efficace. Alors tiens, on est à la radio, essayons d'énumérer ces 20 métiers. Alors j'ai bien noté qu'il y a des médecins. J'ai bien noté qu'il y a tout le personnel paramédical qui tourne autour des médecins, les infirmières, etc. J'ai bien noté qu'il faut acheminer des choses, c'est-à-dire qu'il y a des logisticiens, troisième catégorie. Et il y a qui d'autre? Alors, on peut les résumer en 3 grandes catégories, pour faire simple. Il y a ceux que l'on appelle les métiers de support. Donc, voilà, vous avez parlé de la logistique, mais ça peut être l'administration, ceux qui gèrent les finances, ceux qui gèrent les ressources humaines, donc les métiers de support. Ensuite, vous avez toute la partie autour de la gestion des projets, la coordination des projets. Et le management des projets. Donc ceux qui évaluent les situations, qui écrivent les projets et qui mettent en œuvre les projets, donc la coordination. Et ensuite, vous avez la partie plus technique, donc associée véritablement au secteur d'intervention. Donc vous avez effectivement le secteur médical, mais il y a beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui dans l'action humanitaire. Il y a l'eau, hygiène et assainissement, la protection de l'enfance, la gestion de la sécurité alimentaire. Vous voyez, il y a toute une série de métiers techniques, et c'est tout ça qui crée l'action. D'accord, un ensemble de pratiquement tous les métiers peuvent trouver leur utilité dans ce contexte humanitaire, sauf que ces métiers vont être exercés souvent en dehors du territoire national, si on part de la France, et dans des conditions spécifiques. Exactement, et c'est ce qui fait que la formation est essentielle, parce que avec toute l'expérience qu'il peut avoir, un comptable ne sera jamais un bon administrateur de l'action humanitaire. Parce que l'action humanitaire, c'est un environnement dédié, avec des conditions spécifiques, et donc ce comptable doit être formé à cet environnement spécifique, cet environnement de la sécurité, de la géopolitique, même de l'aspect culturel. Donc cette personne doit avoir des clés, des outils pour être efficace et pour opérer dans de bonnes conditions dans son environnement, dans cette situation de crise en fait. Et donc c'est toute l'action de nos organisations, de nos institutions qui crée le lien entre des personnes qui veulent s'engager, qui ont une compétence, qui ont une expérience. Ces personnes veulent s'engager dans le secteur humanitaire, et donc nos organisations, nos institutions créent cette passerelle entre des gens qui veulent s'engager et un secteur professionnel en tant que tel, parce que ça reste un secteur professionnel. Et donc voilà, on assure cette courroie entre un engagement et une profession.
En d'autres termes, un jeune homme, une jeune femme qui aujourd'hui a envie, pour des raisons qui tiennent à sa morale personnelle, qui tiennent à sa recherche de l'utilité sociale, très souvent les jeunes réagissent de cette manière-là, qui voudrait s'engager dans l'humanitaire, peut pas partir comme ça, la fleur au fusil, à l'autre bout du monde, en amenant des bouquins, en amenant des médicaments. C'est pas si simple que ça. Il peut, hein. Simon Brabant. Il peut. Il sera moins efficace. Il sera moins efficace. Et puis, il y a la question de l'utilité sociale, évidemment. Et alors, je pense qu'on partage l'idée qu'on est utile socialement quand on est en collectif et quand on collabore, quand on coopère. Je crois que partir la fleur au fusil avec un stock de livres à l'autre bout du monde, c'est bien. Mais le faire à 50, à 100, à 2000, à 3000, c'est beaucoup plus efficace en réalité. Et alors justement, quelle est, de ce point de vue-là, l'origine de ces travailleurs de l'humanitaire? Est-ce qu'ils sont tous français ou européens, occidentaux? Ou est-ce que de plus en plus, ils viennent des pays qu'on appelait autrefois des pays du tiers-monde? Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, parce que les... Ça change. C'est plus le tiers-monde, c'est comment? On peut dire les pays de crise. Les pays de crise, oui, les pays qui sont en crise. Donc, nous sommes tous en crise aujourd'hui. Oui, d'ailleurs. Avec le Covid, non? Oui, absolument. Après, voilà, chaque pays est doté plus ou moins d'outils institutionnels pour gérer la crise. Donc, oui, aujourd'hui, 90% des équipes d'intervention, des équipes humanitaires, sont constituées de personnes originaires des pays en crise ou environnants. Voilà, ce sont aujourd'hui la force de ces équipes, ce sont les personnes directement issues des zones de conflit. Et c'est important, et c'est pour cela que c'est important pour nous d'aller au-devant de ces personnes-là et de eux aussi leur assurer une formation pour que eux aussi, ces personnes, puissent être efficaces et puissent aussi gérer un parcours professionnel. Dans l'action humanitaire. C'est important, c'est aussi une opportunité d'emploi, parce que, encore une fois, on peut concilier engagement et parcours professionnel. Et voilà, certains l'ont fait en Europe, comme moi-même. Ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur-là. J'ai évolué, j'ai géré mon parcours professionnel depuis 30 ans dans ce secteur-là. C'est aussi un secteur professionnel, c'est aussi une opportunité pour beaucoup de personnes aujourd'hui issues de ces pays en crise, d'Afghanistan, du Niger ou d'ailleurs. Donc de pouvoir les former au départ et ensuite, tout au long de leur parcours professionnel, leur donner les outils pour qu'ils développent des compétences et évoluer dans son secteur. Ils peuvent démarrer comme magasiniers et se retrouver à la tête d'une grande organisation internationale ou nationale après quelques années. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir les accompagner et ainsi d'accompagner le secteur pour voilà, rendre, encore une fois, des personnes plus efficaces et plus épanouies dans leur secteur professionnel. Alors on va revenir sur vos trajectoires personnelles, si vous m'y autorisez tout à l'heure, parce que c'est intéressant de savoir comment les gens évoluent dans leur carrière. Mais avant, on va revenir à la musique avec Alain Pierre.
Mais oui, Alain Pierre, merci pour cette introduction au piano sur le thème de la formation des humanitaires. Voilà, alors on en était tout à l'heure, Gilles Collard, Simon Brabant, à évoquer vos parcours personnels, parce qu'on évoquait avec Gilles Collard la question des CV en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des carrières que l'on fait dans l'humanitaire. Vous arrivez aujourd'hui à la tête d'institutions qui font de la formation. Pour 3A, Simon Brabant, avant d'être directeur de cette école de commerce qui fait aussi dans la solidarité, dans le management humanitaire, qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Alors j'ai fait plusieurs métiers, mais on en parlait à l'instant, effectivement. Principalement, mon engagement dans le champ de la formation, il débute assez tôt, il débute par l'échec scolaire. C'est-à-dire que vous êtes un échec scolaire. Ah, je suis ce qu'on appelle officiellement et en France un décrocheur scolaire, voilà. Donc je suis un décrocheur scolaire qui, quelque part, a voulu peut-être se venger ou trouver en tout cas des solutions à un certain engagement, un engagement pédagogique, quoi. Donc voilà, et du coup... Donc c'est un message qu'on envoie à tous les échecs scolaires de France et de Navarre. Non, mais ne désespérez pas, continuez, oui. Vous serez directeur d'une école de formation. Ou pas d'ailleurs, où il n'y a pas de saut métier ou oui, autre chose. Hein, mais c'est pas une fin en soi d'être directeur d'un centre de formation. Mais par contre, ouais, ne désespérons pas. Toutes les trajectoires sont valables. Alors ça, oui, ça c'est évident, quoi. On parlait tout à l'heure quelque part de la formation des personnes locales, du territoire, etc. Et je crois, moi, que le pouvoir d'agir, c'est quelque chose qu'on se doit de donner à des étudiants, à des apprenants, à des stagiaires. Le pouvoir d'agir, l'empowerment, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Donc, du coup, mais alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Alors ensuite j'ai développé en fait des entreprises, hein, une organisation dans un champ qui n'a absolument rien à voir, mais avec une particularité qui était que c'était une organisation, une coopérative loi 47, donc un système coopératif. Ensuite, j'ai dirigé une coopérative d'activité et d'emploi dans ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique, où là aussi il y a des métiers extrêmement techniques entre l'économie privée et l'économie publique. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé vers la formation, parce que j'ai enseigné dans des universités, et j'en suis d'ailleurs assez fier, parce qu'en fin de compte, en tant que décrocheur scolaire, pouvoir ensuite enseigner dans une université, c'était quelque chose d'assez intéressant. Vous faisiez des formations dans quel domaine? Alors moi, j'ai formé dans le champ de la stratégie et du développement. Et puis j'ai co-dirigé un établissement de formation pour adultes dans l'économie sociale et solidaire. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers l'enseignement supérieur avec l'école 3A. Voilà, donc c'est un parcours. C'est intéressant d'avoir des parcours personnels aussi, parce qu'on dit des généralités, puis c'est intéressant de prendre des exemples. Si on prend celui de Gilles Collard, avant de diriger l'organisation Bioforce, que faisait-il ? Bien, je suis un pur humanitaire. Voilà, je me définis comme humanitaire. Donc, après des études d'anthropologie, déjà pour devenir humanitaire, mais ne sachant pas très bien à l'époque comment on devient humanitaire, donc j'ai choisi de me diriger vers l'anthropologie, et puis j'ai appris la connaissance de Bioforce, voilà, qui existait déjà en 1990. Donc j'ai rejoint Bioforce à Lyon, comme étudiant là. Comme étudiant, voilà, oui. qui m'a formé en 90 et qui m'a donné l'opportunité de devenir humanitaire. Donc j'ai suivi cette formation en 90, et ensuite ça s'est enchaîné. Donc un parcours d'abord avec des organisations non gouvernementales, Action contre la faim principalement, et donc les années 90, maintenant elles paraissent loin ces années, mais voilà, c'est les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, et donc différentes crises en Afrique issues directement de cette chute du mur de Berlin, et de la perte des influences entre les États-Unis et la Russie. Juste une parenthèse sur ce sujet, après on reviendra à votre parcours. La chute du mur de Berlin, donc on est en 1989,
Ça correspond à la chute de l'URSS, ça correspond à l'arrêt en quelque sorte de cette opposition entre l'Ouest et l'Est. Qu'est-ce que ça a changé du point de vue du fonctionnement des NGO, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des ONG, des organisations non gouvernementales, fondamentalement? Ça n'a pas changé pour les ONG, si ce n'est qu'elles sont devenues très utiles à ce moment-là, parce qu'elles étaient déjà un petit peu préparées. Elles se sont préparées sur certains conflits comme en Afghanistan qui ont démarré plus tôt, mais elles ont dû devenir de plus en plus professionnelles pour répondre à ces situations de conflits qui ont émergé suite à cette situation géopolitique nouvelle. La chute du mur de Berlin, oui, voilà. c'est ça, c'est la fin d'une série de dictateurs en place, que ce soit en Somalie, au Libéria ou un petit peu après au Zaïre. Donc voilà, une série de dictateurs qui étaient protégés par leurs grands cousins et qui ont été du coup lâchés par leurs grands cousins et qui ont du coup généré des situations de crise avec l'émergence de mouvements rebelles et qui cherchaient à destituer ces dictateurs qui ont été longtemps protégés par leurs grands cousins. Donc voilà, on résume ça par effectivement la chute du mur de Berlin en 89 qui a généré donc une succession de modifications géopolitiques profondes et qui ont généré des situations de crise importantes sur l'ensemble du continent africain. Je vous dis de la Somalie à l'est jusqu'au Libéria à l'ouest, donc toute une série de pays qui ont sombré dans des crises. Encore aujourd'hui, pardon de vous interrompre. Je ne parle pas de la crise ex-Yougoslavie, qui aussi est issue de la chute du mur de Berlin. Et donc voilà, donc les années 90, c'est une décennie de crise, et c'est durant cette décennie que les organisations ont dû devenir de plus en plus efficaces, professionnelles, et ont augmenté considérablement leur volume d'activité. Donc voilà, pour revenir à mon parcours, donc j'ai jusque de 90 à 98, j'ai opéré donc avec Action contre la faim sur ces différents terrains de crise africaine, donc je vous dis de la Somalie jusqu'au Libéria, en passant par le Rwanda malheureusement et le Congo, mais beaucoup d'autres pays où j'étais chargé d'ouvrir des programmes nutritionnels d'urgence. Voilà, et après donc 8 années assez difficiles, la nécessité de souffler et de se former, parce que justement, on le disait, l'important c'est de pouvoir capitaliser sur des expériences et continuer à se former pour évoluer dans ce secteur professionnel. Donc voilà, j'ai rejoint une université, un réseau européen NOAA, et avec un Master 2, j'ai pu évoluer dans mon parcours, et à l'issue de ce Master 2, j'ai rejoint de nouveau une organisation, j'ai dirigé une organisation française qui n'existe plus, qui s'appelait Aide Médicale Internationale pendant 2 ans, où j'ai pu développer beaucoup de nouveaux programmes, notamment au Congo, en Haïti ou en Birmanie. Et puis, l'appel du terrain est revenu, et donc je suis parti en République démocratique du Congo, avec la Commission européenne. Donc je suis devenu bailleur de fonds après avoir été opérationnel pendant 10 ans. Je suis passé du côté des bailleurs de fonds. Donc les bailleurs de fonds font partie de cet écosystème humanitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un bailleur de fonds? Il y a les opérateurs, il y a ceux qui mettent en œuvre, mais il y a ceux qui financent. Et il y a ceux qui financent de manière responsables, c'est-à-dire des institutions qui se dotent d'instruments, donc de direction générale, qui suivent les besoins humanitaires et qui, du coup, mettent les moyens en adéquation avec les besoins humanitaires, et surtout qui vérifient la bonne utilisation de ces moyens financiers. Et donc il y a une direction générale à la commission humanitaire à Bruxelles, une direction générale qui s'appelle ECHO, et qui a un volume financier assez conséquent, hein, je crois que c'est 1,6 milliard aujourd'hui, et qui du coup finance la plupart des interventions humanitaires dans le monde. Donc là, c'est l'Europe en tant qu'institution
qui finance, donc avec des moyens importants, vous parlez de 1,6 milliard d'euros, des programmes humanitaires qu'elle distribue, et elle distribue cet argent en quelque sorte à l'ensemble des ONG concernées. Absolument, et pas seulement des ONG, vous avez 3 grandes familles d'opérateurs humanitaires aujourd'hui. Vous avez les ONG, effectivement, internationales et nationales, mais vous avez aussi le secteur des Nations Unies et toute la famille des Nations Unies qui interviennent dans le champ humanitaire, UNICEF, Programme alimentaire mondial, le HR, ils sont bien connus. L'Europe ne finance pas l'ONU, par exemple. Bien sûr. L'Europe finance l'ONU. Bien sûr. L'Europe, je vous dis, à peu près sur les 1,6 milliard de budget de la Commission européenne, les Nations Unies doivent représenter à peu près 50% du financement. Voilà. Et la 3e famille, c'est la famille Croix-Rouge. Donc le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi toutes les Croix-Rouges nationales et la Fédération de la Croix-Rouge qui intervient plutôt sur les catastrophes naturelles. Donc ce sont ces 3 grandes familles que la Commission européenne finance. On ne le sait pas assez, malheureusement, mais aujourd'hui, la Commission européenne est le premier bailleur de fonds humanitaires. Il y a une expression de la solidarité européenne à travers le monde, caractérisée par cette direction générale de l'humanitaire qui est aujourd'hui le premier financeur de l'aide humanitaire. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Europe, qui n'a pas vraiment d'existence politique, en tout cas qui n'a pas de politique extérieure commune, est-ce qu'on peut dire que la politique extérieure de l'Europe, c'est l'action humanitaire, d'une certaine manière ? Alors, ça l'a été pendant effectivement un grand nombre d'années, notamment entre 1990 et 2007. Puis depuis le traité de Lisbonne, il y a aujourd'hui un début de politique étrangère européenne qui balbutie parce qu'elle n'est pas évidente à mettre en place avec autant de pays. Donc, voilà, et du coup qui met à mal la partie humanitaire. Parce que quand il n'y avait pas de politique européenne, l'action humanitaire était importante en tant que telle. C'était l'expression pure de la solidarité. Le danger quand on a une politique européenne serait que l'aide humanitaire devienne un instrument de l'aide extérieure. Et donc les relations... Comme il l'est partiellement avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Je me trompe ? Je ne sais pas à quoi, une opinion. Quoi vous faites référence. Je pense que, il me semble que dans la politique américaine ou dans la politique de la Grande-Bretagne, il y a, du point de vue de leurs ONG, davantage de liens, moins d'indépendance, plus de liens entre le pouvoir et ces ONG. Est-ce que je me trompe ? Alors, encore une fois, c'est effectivement plus simple pour l'Europe parce qu'il n'y a pas une politique bien claire. Donc, effectivement, l'aide humanitaire arrive encore à manœuvrer. Effectivement, pour certains pays, alors, chez les Britanniques, il y a quand même une vraie responsabilité d'un instrument de gestion de l'aide humanitaire qui s'appelle le DFID, même si aujourd'hui il est effectivement rattaché au ministère des Affaires étrangères britannique. Ce sont quand même des instruments qui respectent les principes humanitaires. Les principes humanitaires, encore une fois, qui doivent être basés sur la neutralité, l'impartialité, l'indépendance. Ce sont les principes de base. Et comme tout acteur humanitaire, les bailleurs de fonds doivent aussi respecter ces principes de base. Et pas seulement les opérateurs, mais en principe. Et c'est le cas, encore une fois, pour la Commission européenne qui s'est engagée au travers d'un consensus européen, ça devient un petit peu technique, mais qui reprend les principes de base de l'humanitaire qui reposent sur ces principes de neutralité et d'indépendance de l'action. Et donc, vous-même, Gilles Collard, pendant des années, vous avez été quelque part au centre de cette distribution, le mot est impropre, distribution de subventions en direction, vous l'avez dit, des Nations Unies, des ONG, etc. C'est-à-dire que vous avez été l'un des acteurs qui donne ces subventions et qui vient ensuite, a posteriori, contrôler cette action pour savoir si cet argent public a été correctement employé. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est bien ça, mais ça ne s'arrête pas simplement à contrôler la bonne utilisation des euros. C'est avant tout de définir une stratégie d'intervention pertinente et efficace. Donc ça veut dire ne pas se disperser et ça veut dire répondre aux premiers besoins.
J'étais basé à l'est du Congo, à Goma, en 2001, au plein milieu de la guerre entre, on va dire, la guerre interne au Congo, qui n'est pas une guerre interne, qui est une guerre entre le Rwanda et le Congo, et les besoins étaient énormes. Et l'important était la mortalité, on l'a oublié, mais c'est près de 5 millions de morts qui, à cette époque, sont morts dans l'indifférence la plus totale. L'important était justement d'avoir une action efficace et de pouvoir se coordonner entre bailleurs de fonds et d'intervenir sur différents secteurs, de dire tel bailleur intervient sur le secteur alimentaire, tel bailleur intervient plutôt sur la santé. Voilà, c'est le type d'action qu'un bailleur peut aussi faire, se coordonner pour être efficace. Et voilà, à l'époque, moi, je finançais des programmes de soins de santé primaires sur toute la partie est du Congo pour un budget à peu près de 50 millions pour donner un ordre d'idée, parce qu'on avait fait le choix aujourd'hui de dire que la première cause de mortalité dans un contexte complètement déstructuré, c'est le manque d'accès aux soins, parce que les gens mouraient de paludisme ou de diarrhée, simplement parce qu'ils n'avaient plus l'occasion d'aller dans un centre de santé. Voilà, eh bien, il me semble qu'il est temps peut-être de faire une seconde pause musicale avec Alain Pierre qui improvise au piano, et on ne va pas faire comme tout à l'heure maintenant, on va t'écouter. Merci Alain Pierre pour cette improvisation pianistique sur la thématique de la formation des humanitaires, qui est notre sujet aujourd'hui dans Human, avec Gilles Collard, directeur de l'organisation Bioforce, et Simon Brabant,
directeur de 3A, cette école supérieure de commerce et de développement qui fait aussi des formations humanitaires. Alors Simon Brabant, cette formation que vous donnez aux travailleurs de l'humanitaire, aux futurs travailleurs de l'humanitaire, à ceux qui veulent s'engager dans cette direction-là, est-ce qu'elle correspond à une pédagogie particulière? Oui, ou en tout cas, on essaye surtout, et peut-être qu'on partagera ça sans doute, d'adapter la pédagogie à la volonté d'engagement en fait, des étudiants ou des apprenants. C'est-à-dire qu'il faut absolument respecter les valeurs initiales de l'engagement de ces apprenants. Et l'approche pédagogique, on l'a construit en 4 approches. Et on essaye en tout cas du mieux que l'on peut de la rendre la moins académique possible, la plus proche de l'action et de cet engagement. Donc les 4 approches, on va retrouver une approche un peu globale, générale, qui est, et vous parliez tout à l'heure d'anthropologie. Alors on va retrouver la question de l'anthropologie, des sciences humaines, de l'interculturalité, de l'analyse des politiques publiques par exemple. On va trouver une approche tout à fait technique, qui est le management, la coordination, la boîte à outils un petit peu technique des compétences nécessaires. Et puis 2 autres approches moi, qui me paraissent extrêmement fondamentales. La première, c'est une approche responsable, c'est-à-dire comment on donne à des jeunes, à des étudiants ou à des apprenants, même adultes, l'opportunité de s'engager tout de suite et maintenant. Ça, tout de suite et maintenant, ça ne veut pas dire partir au plus près de la crise, non. Il y a des tas de choses à faire tout de suite et maintenant, alors déjà en France, en Europe, mais dans la conception de projets, dans les fonctions support. Donc voilà, cet engagement-là, il faut qu'on le préserve tout au long de la trajectoire scolaire ou de la trajectoire d'études. Comment est-ce que vous sélectionnez vos étudiants? Il y a une sélection, je suppose, à l'entrée. Il y a une sélection. Bon, comment est-ce que vous les sélectionnez? Par exemple, je suis un étudiant de 20 ans, de 19 ans, je ne sais pas, je sors du bac, et puis je dis, tiens, je veux m'engager dans l'humanitaire. Puis, lui, il y a des formations, je regarde les formations, tiens, 3A, je vais voir 3A. Comment je fais? Comment ça se passe? Alors il y a justement une similitude entre l'approche pédagogique, la 4e approche, et puis la sélection. On sélectionne, il y a vraiment une particularité de sélection, en tout cas à 3A, qui est un entretien collectif et des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on va mettre les candidats dans des situations qui n'ont pas du tout l'habitude, il y a même des dilemmes moraux, quoi. Est-ce que je choisis ce côté-là ou ce chemin-là? Et on va les mettre dans ces situations-là pour voir s'ils sont capables, en fait, d'esprit critique, de collaboration, d'entraide, d'écoute, d'empathie. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà si vous voulez, du dossier scolaire ou des notes qu'on a pu avoir en maths ou en physique, chimie, l'idée, c'est d'aller de toucher les valeurs et l'appétence de ces étudiants pour l'engagement, quoi. Du coup, la fameuse 4e approche, c'est la question de la pédagogie de projet et du collectif. On essaye d'approcher en fait notre pédagogie d'une thématique pédagogique bien connue des ingénieurs pédagogiques, qui est la pédagogie freinée. La pédagogie freinée, donc, qui s'appuie sur le faire, le produire, en fait, le construire et ensemble. Voilà. Et donc, Simon Brabant, puisque vous abordiez la question du jeu de rôle, eh bien, j'ai envie de demander à notre à la 3e personne qui est présente autour de cette table, à Jean-Pierre Ross, qui joue aujourd'hui le rôle de chroniqueur avec nous, eh bien, de nous faire sa chronique. Alors, je le dis pour qu'on comprenne le passage d'un sujet à un autre. Jean-Pierre Ross est un comédien et un auteur de théâtre. Et il a une compagnie, il dirige une compagnie qui s'appelle la compagnie théâtre Volodia. Cette compagnie a été prise en résidence dans un hôpital gériatrique lyonnais. Et donc, il a passé 3 ans dans cet hôpital gériatrique. Ils ne l'ont pas gardé, ils l'ont libéré. Il a pu faire des repérages. Il a pu faire des repérages pour son futur grand âge. Et il nous fait sa chronique, la chronique de Jean-Pierre Ross. Écoutez. 3 années en Charpennes, 3 années à côtoyer gens du dedans et gens du dehors, 3 années à voir et entendre. J'ai entendu des yeux me parler à la place de la parole évanouie.
J'ai vu des sourires sortir de bouches grimaçantes. J'ai entendu tout au long du couloir des gémissements sans oser les regarder. J'ai vu un mari pleurer sa femme, j'ai entendu ses pleurs et ses peurs. J'ai vu une fille dire au revoir à sa mère sans savoir si... J'ai vu une jeune femme réapprendre à marcher à un vieil homme, j'ai entendu son rire de compliment et j'ai vu le vieil homme étinceler de plaisir. J'ai entendu des dents grincer, j'ai vu un homme qui ne voulait plus vivre pour que revive sa femme, j'ai vu des courages hors du commun. J'ai vu une femme au jardin se nourrir de soleil et de fleurs. J'ai entendu un homme qui réclamait un magazine érotique pour se sentir encore un homme. J'ai entendu un petit enfant faire vroom vroom sur les genoux de son arrière-grand-père en fauteuil. J'ai entendu une dame me dire qu'elle n'avait rien compris au spectacle joué, mais que cela lui avait fait du bien. J'ai vu rire des vies abîmées, j'ai vu un papillon se poser sur une main arthrosée. J'ai entendu un homme hurler après sa femme parce qu'il avait trop mal. J'ai entendu une femme hurler à la folie parce qu'elle avait trop mal. J'ai entendu des rires et des plaisanteries de corps de garde au repas du jeudi. J'ai regardé ma main prendre une serviette en papier pour essuyer des lèvres barbouillées de sauce tomate. J'ai chanté « Ô Marie » pour Marie. Je me suis vu pleurer en dedans, je me suis entendu rire en dehors, je me suis vu grandir dans ce que j'ai vu et entendu. Voilà, merci Jean-Pierre Ross pour ces sentiments retrouvés, cette poésie du moment qui peut-être d'une certaine manière peut permettre de rejoindre cette ambition, cette envie, ce désir, ce mouvement qui fait qu'un jeune homme, qu'une jeune femme, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui s'engagent dans l'humanitaire à 40 ou 50 ans, eh bien sont appelés par ce besoin d'aider les autres. Et alors la question que je me pose, c'est que dans vos formations, est-ce qu'il peut y avoir la place du jeu de rôle? Est-ce qu'il peut y avoir la place du théâtre? Et plus généralement, est-ce que dans les moments difficiles que le monde vit aujourd'hui, dans des moments de collapsus que l'on peut vivre, là on en vit un à travers un virus, est-ce que les artistes sont utiles et comment? C'est une question générale. Ouais. Peut-être sur la Gilles première Collard. partie, sur, Oui. sur les jeux de rôle, effectivement, c'est une part importante de nos programmes pédagogiques. Pour nous, il y a deux grands axes. Hein. C'est préparer et faire en sorte que nos étudiants puissent acquérir du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. C'est aussi fondamental et chez nous, on évalue autant le savoir-être que le savoir-faire. Et sur ces deux axes-là, bien sûr, il y a de la mise en situation. On ne peut pas évaluer des compétences et on ne peut pas évaluer des comportements sans mettre les gens en situation. Donc c'est une partie vraiment importante de nos parcours de formation. Donc, savoir être empathique, savoir ne pas être prétentieux quand on débarque dans un pays en crise, savoir écouter les autres. Absolument, oui. C'est ça, savoir évoluer dans un groupe, savoir gérer une équipe, savoir être effectivement à l'écoute et être disponible, qui sont effectivement la base pour ensuite pouvoir mettre en œuvre le savoir-faire, pardon. C'est la condition préalable pour pouvoir ensuite développer ces compétences. Et donc pour ça, voilà, des mises en situation, parce que la théorie c'est la base, mais la pratique, voilà, ça permet de retenir et de s'auto-évaluer aussi. C'est ça qui est important. Jean-Pierre Ross. Oui, je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que c'est le travail que ma compagnie fait aussi beaucoup auprès de soignants, mais vous êtes aussi en quelque sorte
des soignants aussi, des réconfortants, des aidants. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est justement l'auto-évaluation, c'est-à-dire aussi connaître ses forces, mais surtout connaître ses fragilités. Et faire avec ce que l'on est et qui l'on est. Mais ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est absolument essentiel à partir du moment où on travaille avec l'aspect social, on peut vulgairement avec l'humain, quoi. C'est la qualité du doute et de l'humilité. Et l'artiste, au théâtre, etc., questionne le doute, quoi. Ce qu'on a entendu là. On peut pas dire qu'on sait tout, on peut pas dire qu'on a la... surtout pas, mais surtout pas dans le travail social. Et qu'on soit comptable, et c'est pour ça que je dis il y a quand même un aspect technique, mais il y a aussi une certaine posture professionnelle. On est comptable dans l'humanitaire, on est comptable dans un EHPAD, un EHPA, etc. C'est pas la même chose que d'être comptable d'une grosse organisation, chez Total ou chez Danone, etc. Non, il faut, quoi qu'il arrive, avoir cette appétence pour le doute, l'humilité, l'esprit critique. Et ça, on le cultive aussi, j'imagine que c'est pareil à Bioforce, hein, l'esprit aussi, l'amour du contradictoire. Non, je ne suis pas d'accord, attendez, je doute, je reviens sur mes positions. Mais c'est extrêmement important. Et si on continue à former dans les écoles de commerce classiques des personnes qui ne doutent pas, alors on a perdu d'avance. C'est mon sentiment. Vous considérez que vous n'êtes pas une école de commerce classique? Ah bah non. Ah bah non. Ah non, mais surtout pas. Non, mais ça met toujours en jeu la relation entre le technique, parce que le savoir-faire, comme vous disiez, le savoir-être, et puis l'humain, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas quand on travaille dans un organisme humanitaire, dans un lieu de soins, voilà, c'est pas pareil que si on travaille dans une autre entreprise où l'humain est peut-être moins prépondérant. C'est clair et net, quoi. Mais de manière extrêmement technique, d'ailleurs, on dépose nos diplômes, nos programmes dans des institutions, alors c'est un peu compliqué, mais dans des institutions nationales ou internationales d'ailleurs, pour qualifier ces diplômes-là. Et à l'intérieur de ces qualifications, on indique, on essaye en tout cas d'indiquer la qualité de l'humilité, du doute, de la posture, du savoir-être. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on rentre dans l'ère, si dans les 15 dernières années, on était dans une ère extrêmement technique, où on essayait de... Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de la posture professionnelle et on rentre dans l'ère du doute, tant mieux. Oui, oui. Est-ce qu'on peut apprendre l'humilité et le doute? Oui. Je pense. Hein. Oui. À travers voilà, le transfert d'expérience. Ce qui est important aussi, justement, c'est de faire en sorte qu'on puisse apprendre avec des personnes qui ont été en situation et qui puissent transmettre l'importance de ces postures et de ce doute et de cette humilité. C'est pour nous fondamental, ça fait partie de notre spécificité, c'est que l'ensemble de nos programmes de formation sont assurés par des professionnels du secteur et qui justement peuvent transmettre par expérience ce sentiment d'humilité. C'est important, c'est notre rôle. On a effectivement deux catégories de personnes. On a des personnes qui, en formation initiale, qui sortent du bac et qui ont très très forte envie d'engagement et c'est notre responsabilité de les accompagner de façon à ce qu'ils n'arrivent pas dans le secteur et se confronter au choc de la réalité et donc de pouvoir les accompagner pendant 3 ans et on les accompagne avec au quotidien des personnes qui justement font part de leur expérience et leur font part du fait que personne n'a pu et ne pourra sauver le monde tout seul. Et voilà, on pourra simplement que contribuer à alléger une partie des souffrances. Mais voilà, si on avait envie de sauver le monde, on apprend pendant le parcours de formation qu'on pourra y contribuer, que notre action aura un sens, mais qu'il faudra rester humble par rapport à cet objectif. Voilà, il me vient à l'esprit la question de la sécurité. Me vient à l'esprit le fait que j'imagine qu'il y a une formation
à la sécurité, quand vous envoyez, ou quand les ONG, les organisations non gouvernementales envoient des personnels sur le terrain, la sécurité, donc des gens qui viennent d'Occident, la sécurité des gens qui travaillent pour les ONG et qui sont du pays, vous disiez que c'était 90% des personnels des ONG aujourd'hui, et me vient à l'esprit ces récents morts, je crois que c'est l'ONG Acted. Et je crois, Gilles Collard, que ces deux personnes étaient passées pour Bioforce et que vous les connaissiez. Oui, tout à fait. Stella et Nadifa ont eu un parcours de formation chez nous. Stella pendant près de 9 mois et Nadifa sur une période plus courte. Et après une première expérience effectivement chez Oxfam pour Stella, elle a rejoint Acted et malheureusement, effectivement, elle a fait partie de cette équipe qui ont été lâchement assassinés à Niamey. À Niamey. Voilà, ce sont des souvenirs émouvants, je l'entends dans vos paroles. Et donc, quelles sont les formations que l'on donne et que l'on peut donner sur le terrain de la sécurité, l'un ou l'autre d'entre vous? Gilles. Pardon, ça fait juste résonance parce que Stella et Nadifa sont malheureusement partie d'un groupe de beaucoup d'humanitaires qui périssent au risque de leur métier. Il y a de toute manière dans nos cursus de formation, j'imagine, pour Bioforce, que c'est la même chose, de la formation et de la préparation en fait au départ. Mais je pense qu'on ne pourra jamais occulter le risque en fait. C'est le risque zéro. Enfin, quand on s'engage dans ces aussi proche du terrain et des zones à risque, le risque zéro n'existe pas. Et même pourtant, les efforts sont faits dans les organismes de formation et dans les ONG. C'est-à-dire que les OF travaillent à la préparation au départ. Quoi, les OF? Les organismes de formation préparent au départ. Et les ONG ont aussi des parcours formatifs qui sont non qualifiants, non certifiants, peu importe. L'idée, c'est pas d'avoir un diplôme, mais bien de se préparer. Mais malheureusement, je crois qu'on parlait d'humilité, etc. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'en fait, le risque zéro n'existe pas, quoi. Voilà, au demeurant, ce risque zéro, il nous concerne, il n'existe pour personne aujourd'hui. Non, voilà, le monde est ce qu'il est, il est plutôt en feu qu'autre chose. Mais la gestion, la sécurité fait le lien avec la discussion préalable sur l'humanité et l'importance de l'écoute. La première chose que l'on apprend à nos étudiants, c'est effectivement être à l'écoute du contexte et être à l'écoute des personnes qui travaillent avec elles et qui sont les premières personnes qui assureront leur sécurité. Donc c'est la première chose que l'on leur apprend, c'est vraiment de pouvoir naviguer dans un environnement et être à l'écoute de leur environnement et ne pas se laisser endormir par leur environnement. Je fais toujours sourire en racontant l'image de la grenouille qui nous sert pour illustrer un petit peu nos formations en sécurité. Une grenouille que vous plongez dans une eau bouillante, elle repartira aussitôt. Mais si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous faites chauffer l'eau, la grenouille va mourir ébouillantée. Donc c'est une image pour dire que si elle ne se sauvera pas. Elle ne se sauvera pas. Donc c'est une image pour illustrer le fait que si vous vous habituez à un contexte, vous devenez vulnérable. Et donc l'importance est d'être toujours à l'écoute du contexte, des évolutions du contexte. Et pour ça, être à l'écoute, c'est s'entourer de personnes et être à l'écoute de ces personnes qui pourront au quotidien vous sensibiliser, vous donner les indicateurs nécessaires qui vous permettront de vous maintenir en alerte. Voilà, donc vous le disiez tout à l'heure, les trois grandes règles des humanitaires, la neutralité, l'indépendance, l'impartialité. Peut-être peut-on en rajouter une quatrième qui est cette capacité
distanciation, en tous les cas, d'être capable à la fois d'être dans l'empathie, d'être avec les autres et avec le groupe, et en même temps de prendre un certain recul. Écoutez, je crois que ce sera sur cette émotion-là et sur la qualité de cette émotion qui est ressortie de cette émission que nous allons pouvoir terminer avec Alain Pierre en piano. Et ce piano sera peut-être un hommage à Stella et à Natifa. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.